et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue à ce nouveau numéro des rendez-vous de proche orientation. Avant de commencer, j'invite les participants à éteindre les micros et les caméras et n'hésitez pas à utiliser le chat dans lequel ma collègue Andrea sera là pour vous répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, bienvenue, ce nouveau rendez-vous de proche orientation est consacré au métier de la sécurité et particulièrement la sécurité civile et d'entreprise. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur la sécurité incendie et le secours aux personnes. Je suis Ingrid Solaire, je suis référente territoriale de proche orientation. Et donc, comme je vous disais, je suis accompagnée par ma collègue Andrea qui est chargée de mission et qui nous répondra sur le chat tout au long de cette visio. D'abord, pour commencer, bonjour Andrea. Tout d'abord, pour commencer, Proche Orientation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Proche Orientation, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous donne des informations sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation. L'objectif, c'est aussi de favoriser les rencontres entre les jeunes et les professionnels du monde de l'entreprise afin d'apporter un réseau à ceux qui n'en ont pas. Et un rendez-vous Proche Orientation, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de rencontrer en direct ou même en replay un professionnel, un ambassadeur, une ambassadrice de son métier qui vous présente son travail, son quotidien et son parcours et qui répond en direct à vos questions grâce au chat. Vous allez aussi découvrir les formations qui peuvent mener au métier de la sécurité incendie. Et aujourd'hui, donc, nous allons en savoir un petit peu plus sur ces métiers et ces formations. Tout d'abord, un grand merci à nos invités qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui prendront le temps de nous parler de leur expérience, mais également de répondre à vos questions dans le chat. Nous allons accueillir M. Philippe Herprec. Bonjour, M. Herprec. Nous accueillons également le capitaine Muguet. Nous accueillons Caroline Evin. Bonjour. Monsieur Camus. Bonjour, Caroline Evin. Bonjour, Monsieur Camus aussi. Et Robin Ourdel également, qui va témoigner en fin de ce webinaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue et un grand merci d'avoir pris du temps pour échanger avec nous ce jour. Et je vous propose de démarrer tout de suite. La sécurité, de quoi parle-t-on? Eh bien, la sécurité, c'est à la fois, comme on l'entend souvent, la sécurité publique, la sûreté, avec la police nationale et la gendarmerie, mais c'est pas d'eux dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la sécurité civile et le secours aux personnes. Là, il s'agit plus d'un domaine sur lequel on intervient en cas d'accident, d'incendie, d'inondation et autres. Et ça représente 240 000 sapeurs-pompiers, dont 16% sont des professionnels et 79% sont des volontaires. Vous allez le voir ce soir, nous avons la chance d'accueillir un professionnel, mais également des sapeurs-pompiers volontaires. Et nous allons parler de la sécurité privée. Donc là, il s'agit de parler de la surveillance et de la prévention. Donc, tout ce qui est lié à la surveillance des biens et des personnes, la prévention incendie, c'est notre focus du jour, la sûreté aéroportuaire et la télésurveillance. Comme vous allez le découvrir, nous sommes dans une branche d'activité qui est très soumise aux réglementations. Il faut pour y travailler des formations spécifiques et aussi une carte professionnelle. Dans la sécurité privée et la prévention incendie, on va principalement retrouver des employés d'entreprises de secteur privé, mais aussi des agents de services de sécurité qui sont internes aux entreprises ou aux collectivités. Parlons un petit peu de ce secteur en termes d'emploi. Tous les secteurs confondus de la sécurité, en 2020, en France, on compte 4 232 établissements de sécurité et ça représente 170 000 salariés. En Hauts-de-France, c'est 15 400 personnes qui travaillent dans ce secteur. On voit que c'est majoritairement des hommes qu'on retrouve encore sur ce secteur et pourtant, c'est un métier, ce sont des métiers qui sont ouverts autant aux femmes qu'aux hommes. Le secours aux personnes, là, quand on parle d'accidents, d'incendies, d'inondations, etc., c'est 41 000 sapeurs-pompiers professionnels en Hauts-de-France. En Hauts-de-France, non, en France. Dans les entreprises de sécurité privée, l'activité surveillance, c'est celle qui prédomine
puisque c'est 67% des professionnels de la sécurité, et ensuite suivi par la prévention incendie, la sûreté aéroportuaire et la télésurveillance. La filière prévention de l'incendie, c'est 24% des salariés de la sécurité. Alors, comment se porte le marché du travail dans la sécurité? C'est vraiment un secteur qui a souffert de la crise sanitaire en termes de recrutement. Évidemment, bon nombre d'établissements ont été fermés, donc on a eu moins besoin à ce moment-là des agents de sécurité. Et pourtant, on constate également qu'il y a eu 60 500 départs, des départs en retraite et autres, bien sûr, et il n'y a eu que 55 550 embauches. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 4 000 emplois aujourd'hui qui sont à pourvoir dans ce domaine. Vous pouvez voir sur la carte la répartition dans les Hauts-de-France de ces métiers. Et on voit qu'ils sont essentiellement concentrés sur la zone de Lille, mais également on le retrouve dans tous les territoires de notre région. Alors, pour être recruté dans le secteur de la sécurité, bien sûr, il faut des formations, mais il faut aussi des qualités qui sont vraiment importantes et qui sont recherchées par les employeurs. C'est savoir être autonome, être réactif, bien sûr, on ne sait pas ce qui va arriver et c'est bien là le propre de ce métier, et de la rigueur, pouvoir être sérieux. Dans la sécurité incendie, il y a plusieurs types de métiers et on va retrouver les métiers de la sécurité civile et le secours aux personnes. Là, ce sont les métiers de sapeurs-pompiers professionnels. Et on va retrouver les métiers qu'on va trouver plutôt en entreprise ou dans les collectivités, comme les agents de service de sécurité incendie, le chef d'équipe de service de sécurité incendie, les pompiers d'aérodrome, les pompiers d'aérodrome chefs de manœuvre, et puis un responsable de service sauvetage et lutte contre l'incendie des aéronefs. Voilà ce qu'on retrouve principalement dans la sécurité incendie. Alors, de quoi on parle quand on parle d'un agent de service de sécurité incendie? Vous avez peut-être déjà entendu le mot SIAP 1. Donc, l'agent de service de sécurité incendie, c'est un agent de sécurité. Son rôle, c'est vraiment la prévention. Donc, s'assurer qu'on évite les risques, hein, et la sécurité incendie dans tous les établissements qui reçoivent du public et aussi les grands immeubles. Donc, les établissements qui reçoivent du public, ça peut être tout autant un grand établissement scolaire, ça peut être également un musée, ça peut être un centre commercial, etc., une entreprise, une industrie. Donc, pour pouvoir exercer ce métier, il doit avoir passé des épreuves et donc être titulaire des attestations et de la réglementation en vigueur, donc le SIAP. Les missions du poste, c'est vraiment la prévention incendie, s'assurer que tout est dans la réglementation pour éviter justement le risque d'incendie, sensibiliser les employés en matière de sécurité. Donc, vous avez déjà certainement assisté à un exercice d'évacuation. Eh bien, ça fait partie du rôle de l'agent de sécurité incendie que d'organiser ces temps de sensibilisation. Donc, il doit entretenir les moyens qui concourent à la sécurité incendie. Je vous donne un exemple. S'assurer que les extincteurs sont en état. Son rôle, c'est aussi d'alerter et d'accueillir les secours en cas de souci. Il doit aussi veiller à évacuer le public. Il intervient immédiatement face à un incendie. C'est la première personne qui va être sur le terrain. Il va porter assistance aux personnes dans l'établissement qui seraient en difficulté. Et il va aussi exploiter un PC de sécurité incendie, c'est-à-dire rendre compte de rendre compte de toutes les activités liées à la sécurité incendie dans l'établissement. Ensuite, on passe au SIAP 2, donc un niveau de qualification supérieur. Donc là, on est sur un rôle de chef d'équipe, donc qui a aussi ses rôles de prévention. Et donc, lui, il va respecter, il va être dans un rôle de respect de l'hygiène et de la sécurité au travail, le management de toute l'équipe de sécurité, parce que dans les petites structures, on est seul, mais dans les grandes structures, on peut être nombreux, il faut être une équipe. Il va former le personnel, sensibiliser et former.
la prévention sur les nouvelles réglementations, la prévention, la prévision technique, voilà les nouvelles règles, les nouveaux tableaux de signalisation, voilà tout ce qui doit être mis en place, s'assurer que c'est toujours réglementaire, l'entretien des moyens, l'assistance aux personnes et puis la direction du poste de sécurité lors des sinistres. On va aussi avoir des postes de niveau SIAP 3. SIAP 3, eh bien, pour nous en parler, de ce poste de chef de service des services de sécurité incendie, eh bien, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Philippe Herprec, qui est chef du service incendie à la communauté d'agglomération de la baie de Somme et qui est aussi, en plus de son travail, officier sapeur-pompier volontaire et qui est donc diplômé de SIAP 3. Bonjour Monsieur Herprec. Rétablissons. Bonjour. Bonjour Monsieur Herprec. Alors, parlez-nous un petit peu de votre métier. De quoi s'agit-il? Quel est votre rôle de chef de service incendie? Alors, mon rôle de chef de service incendie, c'est-à-dire que j'encadre à l'heure actuelle 4 SIAP 1. Donc, pour être chef de service sécurité incendie, chargé de sécurité, il faut avoir le sens du relationnel. Transmettre sa passion, bien sûr. Être pédagogue, avoir des responsabilités et le sens de l'organisation. Ah, ça y est, on me voit mieux peut-être. Très bien. Alors, quelles sont les différentes missions qui vous sont confiées? Qu'est-ce que vous faites dans une journée de travail? Est-ce qu'il y a une journée type? Ou est-ce qu'il y a des tâches qui reviennent régulièrement, qui font partie de votre fonction? Alors, les missions qui m'incombent, c'est suivre toutes les sociétés qui contrôlent et vérifient les moyens de secours dans les 140 ERP de la Comdago de la baie de Somme. Et en même temps, s'occuper des marchés, bien sûr, les consultations pour toutes les vérifications électriques obligatoires, les vérifications des chaufferies, vérification des étanchéité gaz dans les chaufferies, dans les cantines. Donc, j'ai la formation du personnel également. Après, tout ce qui est contrôle, évacuation. Et en même temps, j'ai la casquette, je suis chargé dans la commission de sécurité de la Comdago de la baie de Somme. Je suis titulaire de la commission de sécurité. Donc, je visite tous les bâtiments, tous les ERP de la Comdaglo et également tout ce qui est privé sur notre territoire. D'accord, ça veut dire que dans la communauté d'agglomération, il y a un grand nombre d'établissements qui reçoivent du public et c'est à vous qu'incombe la responsabilité de s'assurer que tout est mis en œuvre pour qu'on soit en Voilà. sécurité, que le public soit en sécurité. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est la prévention des personnes et la prévention du bâti. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Quel est votre parcours pour arriver à ce poste? Alors, mon parcours est un peu atypique au départ, si vous voulez, je suis rentré chez les sapeurs-pompiers volontaires il y a à peu près plus de 33 ans, 34 ans maintenant. Ensuite, j'étais commerçant et j'ai quitté le commerce et je suis parti à la ville d'Abbeville comme fonctionnaire à la ville d'Abbeville et on m'a proposé le poste comme j'étais sapeur-pompier volontaire pour la sécurité. Et donc, de cette base-là, en étant sous-officier de sapeur-pompier volontaire, j'ai pu accéder à l'examen, au concours pour être SIAP 3. Donc, c'était en 2003. On avait encore la possibilité de passer l'examen en étant sous-officier de sapeur-pompier volontaire. Et comme c'est ma passion, les pompiers, c'est la passion, comme vous comprenez. Donc, moi, j'étais toujours dans la vie associative, aider les autres, être en équipe, travailler en équipe, c'est une passion, je suis motivé pour ça. Donc, voilà, je suis rentré en SIAP 3 à la ville d'Abbeville d'abord, et ensuite, j'ai été transféré à la Comdago de la baie de Somme. D'accord, donc en fait, vous êtes arrivé dans ce métier d'abord en étant volontaire, bénévole, sapeur-pompier. C'est Alors, exact.
Voilà. Alors, vous me dites c'est un métier de passion. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier, dans ces métiers, dans ces activités? Qu'est-ce que vous aimez dans l'activité sécurité incendie? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Ben, tout d'abord, c'est déjà aider les autres, aider les gens. Ma passion, c'était aussi le travail en équipe, la solidarité et tout ce qui est responsabilité relationnelle avec les équipes. Là, une famille de sapeurs-pompiers, j'ai toujours connu beaucoup de solidarité dans notre métier. Oui, c'est en effet l'image que ça renvoie, hein, cette solidarité, le fait de s'entraider, c'est important. En effet, je pense que c'est des qualités qu'il est nécessaire d'avoir pour exercer dans cette branche. Voilà, et en plus, comme la prévention va aussi avec les sapeurs-pompiers, ça m'a permis de travailler, étant pompier volontaire, de joindre les deux métiers qui me vont très bien, puisque d'un côté, je suis pompier et d'un côté, je fais de la prévention. Eh bien, et si vous auriez un conseil à donner à un jeune qui a envie de se lancer dans cette activité, lequel ce serait? Être disponible, passionné, motivé, courageux également, parce que avoir du temps, un peu de temps libre, parce que quand on est dans la sécurité incendie, sans parler des pompiers volontaires, il faut quand même être assez disponible le soir, le week-end, quand on fait un peu d'événementiel. Donc forcément, c'est un peu comme le métier de la restauration, on travaille pendant que les gens s'amusent, mais c'est un métier passionnant et il faut vraiment aimer ce qu'on veut faire et c'est courageux. D'accord, donc on retient quand même qu'une des particularités de ce métier, c'est, en effet les horaires de travail qui ne sont pas des horaires classiques de bureau, Effectivement. mais bien ça peut être à tout moment. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut travailler la journée, le soir, le week-end. Mais comme je vous dis, c'est un peu comme les pompiers volontaires. Quand on est de garde, on est de garde, que ce soit les jours de fête ou les jours fériés ou le week-end. Il faut être passionné pour faire ce métier-là. Très bien, merci beaucoup monsieur Herprek pour votre témoignage. De rien. Alors il existe aussi des agents de prévention, de protection incendie industrielle, hein, dans des usines. Donc là, on a un métier plus spécifique, qui, va, intervenir que dans le milieu industriel, dans les usines, qui va gérer les relations avec les entreprises extérieures qui viennent intervenir, hein, au sein de l'usine. La surveillance des installations, hein, il n'y ait pas de départ de feu des machines et puis aussi intervenir immédiatement en cas de souci. Après, on retrouve des missions qui sont communes au poste que nous avons vu précédemment. On a aussi les métiers donc de la sécurité civile, hein, avec la prise en charge des accidentés de la route, entre autres, hein, la lutte contre les incendies, les interventions auprès des particuliers à domicile, dans l'espace public, en entreprise quand il y a besoin. Et là, on parle du sapeur-pompier professionnel. Et il est sur de nombreux fronts, vous l'avez très souvent vu dans beaucoup de situations. Son rôle, c'est à la fois d'évacuer les personnes, mais aussi s'assurer que l'espace est sécurisé autour d'un accident, donner les premiers soins. C'est un métier vraiment où on ne fait jamais la même chose. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le capitaine Muguet, qui est chef du centre de secours principal d'Abbeville. Bonjour, monsieur Muguet. Bonjour à tous. Bonjour et merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du métier de sapeur-pompier professionnel, pas volontaire justement, c'est la différence. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce métier et comment vous êtes vous aussi tombé dedans? Écoutez, alors effectivement, vous avez bien fait d'identifier la différence. On a deux types de pompiers dans nos rangs. On a des pompiers professionnels, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui représentent un peu moins de 20% de nos effectifs.
qui font de cette profession une profession à temps plein. Et en parallèle, on a nos pompiers volontaires qui, eux, exercent les mêmes missions opérationnelles, mais sur une activité accessoire en parallèle de leur activité professionnelle. En ce qui concerne les pompiers professionnels, on a différents niveaux d'accès. Pour les sapeurs-pompiers professionnels issus du rang, donc issus du rang, c'est-à-dire que le pompier s'engage en tant que sapeur au caporal, donc c'est sur concours, c'est un concours de la fonction publique territoriale. Donc bon, bah là, c'est différents niveaux d'épreuves, des épreuves écrites, des épreuves sportives, et puis un entretien à l'oral. À l'issue, le candidat qui obtient son concours postule dans un département et puis est recruté et affecté après plusieurs mois de formation dans un centre de secours du département. Donc ça, c'est le recrutement plutôt pour les hommes du rang, donc les sapeurs et les caporaux. On a aussi une deuxième voie de recrutement qui est plutôt adaptée pour les officiers de sapeurs-pompiers. Donc au grade de lieutenant à partir d'un bac plus 2 ou au grade de capitaine à partir d'un bac plus 3. Donc sur le même principe, épreuve écrite, épreuve sportive et puis entretien. Et à l'issue, une formation un peu plus longue, une formation d'un an pour les lieutenants et d'un an et demi pour les capitaines à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, avec par la suite un recrutement dans le département et puis une affectation sur des postes à vocation managériale, soit dans un service, soit dans un centre de secours, euh, sur du pilotage d'une organisation. Alors, on parle de concours, d'examens écrits, d'examens sportifs et puis d'un entretien. Quelle qualité on attend particulièrement d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, hein, ceci dit, hein, peut-être ce sont les mêmes. Ben, oui, tout à fait. Alors pour les deux types de pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, on va attendre forcément les mêmes qualités, c'est-à-dire déjà le sens de l'engagement, la volonté de participer à nos missions, hein, qui sont assez diversifiées. Bon, globalement, pour 80% de nos missions, c'est du secours à personne. Mais on peut aussi participer à des missions de type incendie, risques technologiques, opérations diverses ou autres. Donc forcément, le sapeur-pompier, dès son engagement, doit savoir vers quoi il se dirige dans ses futures fonctions. Bien sûr, comme le disait tout à l'heure le lieutenant Airprek, le sapeur-pompier doit aussi avoir de la disponibilité et puis un certain sens des valeurs. Ça, c'est le plus important. Au-delà de ça, je pense que le sapeur-pompier, c'est aussi quelqu'un qui est plutôt qui fait preuve d'adaptation. Donc forcément, l'une des qualités recherchées, c'est aussi l'adaptabilité et puis la résilience pour pouvoir faire face à l'ensemble de nos missions et des risques auxquels on est confronté. Ce sont les principales qualités. Maintenant, voilà, dès lors que le pompier est motivé, intéressé, engagé et disponible, c'est déjà un bon début. Alors, vous parliez de valeurs qui sont importantes. Est-ce que vous voulez bien nous préciser de quelles valeurs vous voulez parler? Oui, tout à fait. Bon, on peut évoquer quelques valeurs. L'humilité, forcément, puisque on est confronté à des situations parfois compliquées et difficiles. On est confronté à la détresse du quotidien. Donc, il faut rester humble par rapport à nos missions. Respectueux également, respectueux des individus, tant au sein du casernement que auprès de la population, puisqu'on rencontre différents types de personnes. On doit rester neutre et éviter le jugement. Donc, par rapport à ça, il faut forcément être respectueux. Et puis, des valeurs, hein, des valeurs classiques d'attachement à la profession, de courage, de dévouement, de dépassement de soi, tout ce qu'on peut retrouver pour être pleinement intégré dans notre milieu qui est quand même un peu spécifique. On dit souvent d'ailleurs qu'on rentre chez les pompiers, pas pour faire un métier, mais par vocation. Oui, c'est souvent le cas, hein, c'est souvent une vocation, effectivement. On rentre chez les pompiers. Bon, c'est un métier d'action, c'est un métier où les missions sont assez diversifiées, ce qui globalement attire plutôt les jeunes recrues. Le fait
d'être au contact du terrain, d'évoluer dans un environnement où on n'est jamais forcément préparé à faire face au type de mission. On est toujours un peu dans l'inconnu, hein. Donc, cette caractéristique de l'incertitude, de l'imprévisible, ça attire toujours un peu les jeunes recrues. L'esprit de cohésion qui est aussi important et qui fédère nos jeunes recrues. Et puis, tout ce qui gravite autour de la profession, du dépassement de soi, l'aspect physique et les autres paramètres sont souvent des paramètres qui attirent les sapeurs-pompiers, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a autant de place pour les hommes que pour les femmes chez les sapeurs-pompiers? Alors, il y a quelques années, c'était la féminisation, c'est quelque chose qui était pas forcément pleinement intégré. De plus en plus, nos effectifs intègrent des femmes et les femmes ont toute leur place dans nos effectifs. Aujourd'hui, on constate, hein, ces dernières années, les femmes intègrent de plus en plus les métiers d'action. Donc là, on parle des sapeurs-pompiers, mais c'est aussi le cas chez la police ou la gendarmerie. Donc, d'année en année, il y a une évolution, une féminisation de nos effectifs qui est encore nécessaire et qui mérite encore de progresser. Mais en tout cas, on voit une belle évolution. Donc, mesdames, si vous frétillez d'envie d'aller vers ce métier de l'imprévu, eh bien, lancez-vous, vous avez aussi votre place. Merci, capitaine Muguet. Merci à vous. Alors, maintenant que nous avons découvert ces métiers, maintenant, comment faire pour se former pour être donc un professionnel des métiers de la sécurité incendie? Donc, le capitaine Muguet nous a déjà expliqué comment rentrer chez les sapeurs-pompiers professionnels. Maintenant, nous allons parler des formations qui existent. Et pour parler des formations, nous accueillons Madame Caroline Evin, qui est directrice opérationnelle du CMQ, le campus des métiers et des qualifications dans le transport, la logistique et la sécurité. Bonjour, Bonjour Madame Evin. bonjour à tous. Alors, peut-être pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle d'un CMQ? Alors, un CMQ, donc un campus des métiers et des qualifications, c'est un réseau d'établissements. Quand je parle d'établissements, c'est des lycées, des CFA, des organismes de formation, des universités, des IUT, voilà, qui se regroupent autour d'une thématique, pardon, pour proposer en fait une offre de formation complète du niveau CAP au niveau master, hein, pour certains secteurs, et même doctorat, pour répondre aux enjeux des entreprises d'une filière. Donc là, pour le coup, nous, on est axé sur le secteur du transport, de la logistique, mais également de la sécurité. Alors, on pourrait se demander pourquoi associer la sécurité. On parle de deux campus en un transport logistique et insécurité, mais non. Nous, notre vocation a toujours été finalement de se dire que les métiers de la sécurité étaient partie prenante du secteur du transport et de la logistique, tant au niveau des entreprises ou des entrepôts à sécuriser, par exemple, hein, des entrepôts de logistique, que l'activité de transport, la protection des biens, des marchandises, des données aussi aujourd'hui, hein. Donc aujourd'hui, on va aussi sur des formations en cybersécurité, par exemple. Et donc, nous, notre campus regroupe en fait l'ensemble des établissements sur le côté sécurité qui proposent des formations au métier de la sécurité via l'éducation nationale, notamment sur l'Académie d'Amiens. Et on est en train d'étendre notre périmètre aux établissements de l'Académie de Lille. Donc, on a accueilli 2 nouveaux établissements cette année, 3 nouveaux même, que sont les lycées Jean Moulin, Vertefeuille et l'Institut Nicolas Barret de Lille, qui proposent des formations dans les métiers de la sécurité, et l'ensemble des lycées de l'Académie d'Amiens. On a aussi une offre en formation continue, parce que ce sont des métiers qui sont également accessibles via la formation continue. Donc, quand on est déjà salarié, hein, pour pouvoir se perfectionner, ou en tout cas améliorer ses compétences, par exemple, mais aussi pour un projet de reconversion, par exemple, quand on a quitté le système scolaire et qu'on souhaite retourner en formation.
on peut accéder via la formation continue. Alors voilà, on est répartis sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France avec plus de 5400 apprenants du CAP au master. Et on est, particularité aussi du campus des métiers et des qualifications, on est très proche du monde professionnel. Donc, on est très proche des branches professionnelles et des entreprises, des organisations professionnelles, pour justement pouvoir détecter les besoins en compétences des entreprises et derrière proposer les formations qui correspondent à ces besoins et essayer d'équilibrer un petit peu la balance entre l'offre et la demande et entre les formations. Voilà, donc je ne sais pas si si vous avez prévu qu'on parle des missions du campus, je ne sais pas, dans les slides, non? Je ne sais pas Si si les vous, si vous non? souhaitez en parler, Non, mais bah oui, voilà, donc on va peut-être déjà prioritairement s'arrêter sur celle-ci. Donc nous, nos secteurs de prédilection, en tout cas nos secteurs de formation, c'est majoritairement le transport routier de marchandises et le transport routier de voyageurs, puisqu'on est sur une région qui utilise majoritairement ce mode de transport, parmi l'ensemble des modes de transport qui existent, hein, entre le maritime, le fluvial, le ferroviaire, l'aéroportuaire et le routier. Voilà, comme ça je les ai tous cités. Logistique, hein, on est une des premières régions logistiques de France. Et puis sécurité, donc voilà, on va former effectivement au métier de la sécurité, que ce soit au sein des entrepôts logistiques, au sein des entreprises de transport, mais également évidemment les agents de sécurité privés, donc sur la thématique de la surveillance, puisque ce sont des formations qui forment également à ces métiers-là. Donc voilà, on arrive à créer du lien en fait, mais nous on est quand même, on a une dominante sécurité privée. D'ailleurs, on travaille aux côtés des branches représentatives des métiers de la sécurité privée majoritairement. On peut peut-être passer la diapo. Voilà, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pourquoi associer finalement la sécurité au transport et à la logistique, hein, c'est un secteur qui, en générant des flux de biens, de personnes, de données en permanence, c'est un secteur très vulnérable aux actes de malveillance et ça représente un enjeu très important aujourd'hui pour les entreprises de transport et de la logistique. La sécurité est vraiment très importante. Et d'ailleurs, si vous vous rendez sur un site logistique, la première personne que vous rencontrez, c'est l'agent de sécurité, bien souvent, qui effectue les contrôles à l'entrée. Voilà, donc ça, c'est un peu une image des conséquences, en fait, des enjeux de la sécurité au sein des entrepôts logistiques, hein. C'est là, plus particulièrement la sécurité incendie qui est mise en valeur, hein. Si vous tapez rien que sur Google un petit peu pour voir les dégâts que ça cause. Vous avez tout un tas d'images, donc tout un tas d'événements qui effectivement remettent en cause la pérennité des entreprises, hein, puisque à l'issue d'un incendie, 7 entreprises sur 10 ne reprennent pas leur activité. Donc ça veut dire aussi derrière des conséquences sur l'emploi. Euh, donc voilà, il est toujours très important d'être bien protégé et d'avoir les personnes bien formées au sein des entreprises sur la partie sécurité. Alors nous, on a des missions, c'est des missions particulières au CMQ, c'est d'attirer, c'est de renforcer l'attractivité des métiers et des formations, c'est de changer un petit peu le regard qu'ont les gens sur les métiers, le regard un petit peu classique, que ce soit sur la sécurité ou même le transport logistique. Et donc de travailler comme sur des événements comme celui-ci aujourd'hui pour venir en parler et pour mettre en valeur ces métiers. C'est d'adapter l'offre de formation aux besoins des entreprises, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Ça peut être aussi en créant des modules particuliers de formation ou des colorer certaines formations aussi pour vraiment les adapter aux besoins d'entreprises ou de territoires en particulier. C'est d'encourager l'innovation, hein. Aujourd'hui, on arrive. Alors, l'innovation, c'est vaste, hein, soit innovation pédagogique hein, en cours, mais aussi une innovation technologique au sein des formations. Aujourd'hui, on arrive à intégrer la réalité virtuelle pour former au métier de la sécurité et pour mettre les apprenants dans des situations qu'ils ne pourraient pas connaître en formation et qui les mettraient en danger, par exemple. Voilà, donc on essaie d'utiliser un petit peu d'innovation pour pouvoir se confronter à plusieurs situations. Et puis évidemment, bah, c'est de faire rayonner le secteur, les formations, le campus, et que on prépare finalement les jeunes générations, et pas que, à ces métiers-là.
Ça sont nos principaux partenaires au niveau des branches professionnelles, des représentants des branches professionnelles. Donc, on crée du lien entre les représentants du transport et de la logistique, l'AFT, et le côté sécurité privée qui est chez nous matérialisé par le groupement des entreprises de sécurité et l'UFAX qui est né cette année de la fusion de principaux syndicats professionnels des métiers de la sécurité. Voilà. Et puis, on participe aussi au niveau du CMQ à des actions avec la région et notamment les contrats de branche qui s'intéressent au métier de la sécurité et de la logistique. On peut passer, hein, c'est très rapide là. Alors voilà, là on est un peu plus dans le concret sur notre écosystème formation au niveau du campus. L'ensemble de nos établissements qui proposent des formations au métier de la sécurité. Sur l'Académie de Lille, je vous disais tout à l'heure, on vient d'intégrer trois nouveaux établissements. Et sur l'Académie d'Amiens, l'ensemble des lycées qui proposent les formations, ainsi qu'un réseau de formation continue qui dispose d'ailleurs de super plateaux techniques à Saint-Quentin avec le Centre académique de prévention et de sécurité. On a une maison du feu, on rayonne un peu sur tout le versant sud avec le réseau des Greta. C'est situé au lycée Condorcet de Saint-Quentin. Et puis, je vous disais tout à l'heure, la partie cybersécurité qu'on travaille avec l'UTC, mais qui est encore un secteur à part du grand secteur de la sécurité. On peut passer. Alors, on a vu avec les témoignages des professionnels que c'était des métiers qui Oui, voilà. étaient particuliers et réglementés. Donc, il me semble qu'à la fois, ce sont les métiers, mais aussi les formations qui sont réglementées. Tout à fait. Ouais, très, très, très rapidement, les formations. Alors, effectivement, il y a des réglementations également sur les formations. Ça veut dire que c'est pas qui peut former effectivement au métier de la sécurité, hein, que ce soit privé ou incendie. Bon, là, on avait les législations au niveau professionnel, mais au niveau formation, il faut également, par exemple, si on parle des SIAP, obtenir des agréments avec un agrément préfectoral pour pouvoir dispenser des formations SIAP. Et nous, l'ensemble de nos établissements, effectivement, disposent de ces agréments pour pouvoir proposer ces formations. On peut passer, D'accord. parce que sinon, Donc, on voit qu'on s'est bien basé sur 2 législations et donc on va le retrouver ça dans les formations. Et donc, voilà les formations que vous dispensez dans le réseau, donc les formations diplômantes et les formations modulaires, donc plutôt courtes. Oui, voilà. Alors, dans les formations diplômantes, les formations longues, hein, donc accessibles, sortie de troisième, CAP agent de sécurité et bac pro métier de la sécurité, vous voyez, on propose également ces diplômes-là, dans leur référentiel, proposent également des équivalences SIAP pour justement permettre aux sortants diplômés de pouvoir s'orienter, d'ouvrir en tout cas le champ des possibles au niveau de l'orientation et des secteurs de la sécurité, que ce soit privé, que ce soit sécurité publique, que ce soit également sécurité incendie. Voilà, donc avec un CAP qui permet d'obtenir un SIAP 1 et qui permettra aux titulaires du CAP de bénéficier à la fois d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, mais également d'un diplôme SIAP 1. Et il pourra effectivement exercer cette activité pour pouvoir ensuite évoluer vers un SIAP 2. Mais il faudra effectivement qu'il ait effectué un certain nombre d'heures en tant que SIAP 1 pour pouvoir, par exemple, intégrer une formation modulaire, une formation courte en SIAP 2 un petit peu plus tard, par exemple. Mais ce que vous dites, c'est intéressant, ça veut dire qu'on peut commencer à se former à un premier niveau de qualification et puis tout au long de sa vie professionnelle, pour souhaiter, si on souhaite évoluer, on peut tout à fait revenir en formation courte pour valider un niveau supplémentaire et accéder à d'autres postes. Oui, tout à fait. Alors évidemment, c'est toujours contraint à une réglementation et à des prérequis voilà, qui peuvent être considérés comme nombreux par rapport aux autres formations un peu plus classiques, et une expérience professionnelle, hein. Si on veut passer du SIAP 1 au SIAP 2, il faut avoir exercé en tant qu'agent SIAP 1 l'équivalent de 1607 heures, donc c'est un temps plein sur 24 mois, quoi. Mais effectivement, il y a possibilité de toujours perfectionner son parcours pour évoluer au sein de ces métiers tout au long de la vie. Et d'ailleurs, on forme beaucoup en formation continue après l'obtention d'une formation diplômante, d'une formation longue dans un système scolaire. D'accord, j'ai vu que vous aviez aussi donc un bac pro.
qui Oui, accèdent à un niveau supérieur au CAP, du coup. ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Bac Pro en 3 ans. Alors, ce sont des formations très demandées, qui ne souffrent pas d'effectifs parce elles sont quand même, enfin, c'est des formations qui sont plutôt rares, on va dire, par rapport aux formations classiques du tertiaire dans l'éducation nationale. Beaucoup de demandes sur ces formations-là. Euh, Du coup, on a des gens vraiment motivés en formation, avec de bons taux de réussite aux examens et une bonne insertion professionnelle derrière. Parce que les gens qui entrent sur ces formations, les jeunes qui entrent sur ces formations, et ça a été dit tout à l'heure, hein, sont des jeunes qui veulent vraiment exercer ces métiers-là. Alors, ce sont des métiers enfin des formations, notamment le bac pro métier de la sécurité, qui permettent d'accéder à la fois au métier de la police, de la gendarmerie, que de la sécurité privée. C'est vrai que la plupart de nos établissements, et même tous nos établissements, ont des partenariats, que ce soit avec la police, avec la gendarmerie, avec les SDIS aussi, départementaux, pour la sécurité incendie. Et nous, au campus, ce qu'on apporte, c'est en fait la connaissance aussi des métiers de la sécurité privée. Parce que ça reste quand même des métiers peut-être un peu méconnus. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ça ouvre effectivement le champ des possibles pour un sortant de bac pro qui peut aujourd'hui en plus aller plus loin dans son parcours parce que là n'apparaît pas sur le diaporama, mais il y a également le BTS euh, management opérationnel de la sécurité. Euh, donc voilà, là on est plus sur un diplôme de manager et on est moins sur un diplôme, je dirais, d'opérationnel. Mais effectivement, c'est une poursuite d'études envisageables pour les sortants de bac pro. Donc on peut aller du CAP au BTS dans les métiers de la sécurité. En tout cas, en Hauts-de-France, on a quand même des établissements qui proposent ces formations-là. Et on peut même effectuer son BTS en apprentissage, puisque généralement, les 18 ans sont atteints pour les jeunes. Ah, du coup, moi, j'ai une question. Bien sûr, on a compris que comme c'était réglementé, il fallait absolument être formé pour travailler. Alors, dans tous les différents niveaux hein, qui peuvent exister, ma question est assez générale. Est-ce qu'on trouve du travail en sortant de ces formations? Oui, l'insertion professionnelle est généralement excellente, alors d'autant que les entreprises recrutent. Elles recrutent. Alors, moi, je peux vous parler pour la partie effectivement sécurité privée, puisque j'ai ces données-là, mais je pense que je saurais moins parler sur la partie gendarmerie ou police nationale, mais effectivement, l'insertion est bonne au niveau des métiers de la sécurité privée à partir du moment où le jeune est motivé. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, on a souvent des jeunes qui se perfectionnent après en entreprise et qui viennent suivre un parcours de formation continue pour évoluer au sein de l'entreprise sur des modules spécifiques. Très bien, merci. Alors là, on a vu un certain nombre de formations qui existent dans le campus des métiers et des qualifications. Sachez qu'il existe également d'autres formations hors campus qui forment au métier de de la sécurité incendie. Euh, bon, ça, la réglementation, on en a déjà parlé. On a Bon, déjà parlé, ouais. en tout cas, si vous avez besoin d'informations, Oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas, au campus, on vous met en relation avec des professionnels, avec des structures de formation, les lycées. Voilà, on peut aussi intervenir. On peut intervenir dans les collèges aussi pour venir présenter les métiers avec les professionnels, avec la réalité virtuelle, des serious games pour comprendre un petit peu les métiers. Voilà, c'est très sympa généralement et ça permet effectivement de découvrir ce secteur passionnant. merci beaucoup, Madame Evin, pour toutes ces informations sur les formations et les données précieuses de ce secteur professionnel. Merci. Alors, et maintenant, on va s'intéresser à une formation en particulier. C'est un exemple que nous allons illustrer aujourd'hui. La mention complémentaire sécurité civile et d'entreprise, c'est une formation qui est dispensée à Abbeville. Et pour vous la faire découvrir, cette courte vidéo.
Voilà, c'était une rapide présentation de cette formation qui est dispensée donc au lycée Saint-Pierre d'Abbeville. Et pour nous en parler, eh bien, nous allons recevoir Monsieur Henri Camus, qui est formateur en sécurité incendie au lycée. Et donc, il va nous présenter cette nouvelle formation qui a ouvert en septembre de l'année dernière, cette mention complémentaire. Bonjour, Monsieur Camus. Bonjour. Donc Alors, effectivement, dites-nous un peu, oui. comment est née cette formation et pourquoi est-elle là? Alors cette formation, donc la mention complémentaire sécurité civile et d'entreprise, elle a été créée dans notre établissement, une volonté de développer toute la partie sécurité, parce qu'on dispose également d'un centre de formation continue en sécurité pour les entreprises. Donc on a voulu se développer là-dessus. Donc la mention, alors je vais parler de SCE, sécurité civile et d'entreprise. Donc, elle nous a été attribuée par le rectorat, effectivement, à la rentrée de septembre 2021. Donc, c'est tout récent. C'est un partenariat avec le SDIS de la Somme, parce que la particularité de cette formation, c'est que donc, les élèves sont en voie scolaire. La formation dure 36 semaines, et sur ces 36 semaines de formation, on a 18 semaines de stage. On a 18 semaines de stage qui vont se répartir sur 9 semaines de stage en ERP, en établissement recevant du public, et 9 semaines en centre de secours, donc en partenariat avec le SDIS. La formation est accessible donc à partir d'un CAP, donc à partir de tout type de CAP. Pas obligatoirement un CAP agent de sécurité. Ça, c'est important à souligner. On va être sur des jeunes qui voudraient se réorienter ou s'orienter sur la sécurité incendie, donc sur une formation scolaire assez courte d'1 an, avec la moitié de formation en stage. Donc ouvert au public, filles comme garçons. C'est intéressant, là on a l'exemple de cette formation mention complémentaire au lycée Saint-Pierre d'Abbeville. Cette mention complémentaire, pour information, elle était également préparée dans le Pas-de-Calais, au lycée des Deux Caps. Et on retrouve cette formation courte également donc, dans ces 2 établissements. Alors, le sur contenu, quoi ça nous amène? Oui. Le contenu, alors nos élèves vont passer, comme on a vu sur d'autres types de formations, vont passer l'examen SIAP 1 pendant l'année, vont passer toutes les différentes habilitations, le SST, donc sauveteur secouriste du travail, les différentes habilitations électriques également, et puis le PSE1, PSE2 en partenariat avec les pompiers, donc tout ce qui est secours en équipe. Alors, c'est une formation courte, on l'a bien compris, qui était professionnalisante, puisque plus de la moitié du temps se fait en entreprise. Qu'est-ce qu'on a comme débouché quand on sort de cette formation? Les débouchés vont être essentiellement d'être agent de service SIAP en ERP. Donc, ça peut être dans les hôpitaux, dans des centres commerciaux, les cinémas, des musées, des administrations. Et puis, il y a également toute la partie en société de sécurité privée, où on a également des agents SIAP. Et puis, les élèves vont pouvoir compléter leur formation dans la partie sûreté. Très bien, merci Monsieur Camus. Alors, pour compléter la présentation de cette mention complémentaire, on a également un jeune qui est en formation chez vous, il me semble. Monsieur Oui. Lourdel, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour compléter donc le témoignage de Monsieur Camus. Il était intéressant aussi pour nous d'avoir votre retour sur cette formation que vous suivez actuellement. Alors, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans cette formation? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir aider les personnes et de pouvoir faire le lien avec ce que je fais à côté, sapeur-pompier volontaire, ce qui permet de Donc vous êtes rapprocher. déjà... Oui, pardon, je vous en prie. Non, je veux dire ce qui permet de rapprocher
c'est deux, on va dire, pas c'est deux métiers, mais c'est deux passions qui sont un peu similaires. Ah oui, parce que vous étiez déjà tombé dedans petit, hein, comme dans la marmite, vous étiez sapeur-pompier volontaire avant d'entrer dans cette formation, il me semble. C'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, dans ces activités, de sécurité incendie et secours aux personnes? Qu'est-ce qui vous a fait aimer ça? Bah, c'est qu'on sait pas vraiment à quoi s'attendre. On est toujours dans le suspense de l'intervention qu'on va faire. Et c'est quelque chose qui me plaît, d'intervenir sans savoir sur quoi. Donc on ne sait jamais de quoi demain sera fait, donc je suppose que les journées ne se ressemblent pas? Non, du tout. Bon. Alors, quel conseil vous donneriez à un jeune qui a envie de se lancer, dans cette activité, dans ce métier? Bah, qu'il n'hésite pas parce que c'est vraiment passionnant et divers. Mais le principal, c'est d'être sérieux, autonome et vraiment engagé dans ce qu'on fait et vraiment être passionné de ça. Mmh. Alors on l'a bien compris, vous n'êtes pas le premier à nous le dire, monsieur Lourdel, hein, c'est vraiment des métiers, des activités de passion, de passionnés, même peut-être enfin, parfois c'est vocationnel. Hem et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire après cette formation, monsieur Lourdel, est-ce que vous avez envie de poursuivre des études? Est-ce que vous avez envie de travailler? Est-ce que vous avez des pistes? Bah, lors de mes stages en entreprise, il y a l'entreprise où j'étais en stage qui voulait déjà me recruter après mon CAP 1. Du coup, après mes études, à la fin de mes études, je pense aller postuler chez eux. C'est une super bonne nouvelle, ça veut dire que, lors de votre stage, donc professionnalisant, hein, vous avez été repéré pour vos qualités et puis vos compétences et donc bah, à la sortie de la formation, vous avez déjà un emploi à la clé, c'est une excellente nouvelle. Ah oui, oui. Super. Eh bien, merci beaucoup monsieur Lourdel et Bah, merci à vous vous. dire n'hésitez pas, vous retrouverez toutes les informations, sur, la mention complémentaire, du lycée Saint-Pierre, sur son site. Vous avez, également là les coordonnées et dans le chat, ma collègue vous a mis également le lien des établissements, hem, le lien des établissements qui dispensent des formations. Alors une question pour monsieur, Henri, il me semble. Qu'est-ce que ça veut dire une mention complémentaire? Pour Alors, monsieur Camus, pardon. oui, je suis là. Je suis là. Démarrer. Donc la mention complémentaire, en fait, c'est une spécialisation euh, où vous avez différentes mentions complémentaires. Vous pouvez en avoir en pâtisserie, vous pouvez en avoir en hôtellerie. Là, elle est en sécurité et où les élèves vont se spécialiser plus en sécurité incendie, puisqu'on est en mention sécurité civile et d'entreprise, orientée sécurité incendie. Vous avez également des mentions complémentaires sur les espaces ouverts au public. Espace ouvert au public, ça va être plus sur la partie sûreté. Voilà ce qu'on peut dire sur une mention complémentaire. C'est une D'accord, on comprend, spécialisation. c'est une spécialité. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses sur, un exemple du coup de formation dans les Hauts-de-France. Alors maintenant, si derrière votre écran, vous vous dites: «Mais voilà, moi ça m'intéresse, j'ai très envie d'en savoir plus», eh bien, n'hésitez pas à vous tourner vers vos enseignants, les enseignants de votre établissement scolaire qui vous connaissent bien, qui pourront vous accompagner et également rencontrer le psychologue de l'éducation nationale de votre établissement ou même vous rendre dans un CIO pour avoir plus d'informations sur votre parcours de choix d'orientation. Et si vous voulez tester ce métier, eh bien, vous pouvez toujours faire un stage de découverte pendant vos vacances scolaires pour vous assurer que ce secteur correspond bien à vos attentes et à vos qualités et à vos valeurs. Vous trouverez la convention de stage de la région Hauts-de-France sur le site de Proche Orientation. Ce webinaire s'inscrivait dans un ensemble de webinaires de la semaine régionale de l'orientation. Vous avez là la liste des autres webinaires puisque celui-ci est le dernier de la semaine. Eh bien, vous retrouverez évidemment les replays de tous ces rendez-vous Proche Orientation sur le site procheorientation.fr. Et
La dernière information de ce soir, c'est que les 1er, 2 et 3 février, vous nous retrouverez sur le salon Génération Hauts-de-France. Demain, mercredi, c'est la journée consacrée à Proche Orientation et aux aides régionales relatives aux formations. Tout au long de la journée, vous allez retrouver 6 webinaires qui vous feront découvrir 6 thématiques professionnelles. Si vous aussi, professionnel, vous souhaitez devenir ambassadeur ou ambassadrice de votre métier, partager votre expérience avec les jeunes des Hauts-de-France, connectez-vous sur procheorientation.fr. Merci à tous pour votre participation. Un très grand merci à nos invités d'avoir pris de leur temps et d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. À très bientôt pour un Merci. prochain rendez-vous de Proche Orientation.